Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver sur ma chaîne YouTube Poker et Stratégie. Vidéo du lundi, donc comme tous les lundis, suivi de mes résultats au poker la semaine dernière. On va faire un point aussi sur le travail que j'ai fait au niveau technique pour m'améliorer cette semaine. Je vais détailler un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, on va regarder aussi mon graphe de la semaine dans mon tracker. Et on va ensuite, comme d'habitude, voir le plus gros pot gagné et le plus gros pot perdu cette semaine. Je t'invite tout de suite à me laisser un like, ça te prend une petite seconde, mais c'est hyper important. Et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires, qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui m'envoient des mails aussi. Et voilà, de plus en plus de vues, plus en plus d'abonnés, plus en plus de likes, donc ça fait plaisir. Donc je vais continuer de partager mes résultats. Alors, pour cette semaine, semaine en positif, 35 euros. Hier, j'étais à 45 et puis dans ma dernière session d'hier, j'ai repris une cave en bas de beat. Et donc une session qui aurait été censée être flat. Donc voilà, 35 euros. J'ai pas joué sur Winamax, qui n'a pas bougé. J'ai joué un petit peu sur Unibet, un petit peu sur PMU. Donc voilà. On va vérifier tout de suite voilà, les montants sur chaque room comme d'habitude. 378,14 sur PMU, on est bon. Winamax, donc je n'ai pas joué, j'ai toujours 305,21. Et il nous reste Unibet 596,31. Ok. Après, au niveau de la variance, un petit peu hier. Sur PMU, ça va, ça vient, ça dépend. Mais globalement, c'est surtout que j'ai changé mon jeu énormément par rapport à il y a une semaine et 15 jours. Surtout par rapport à il y a 15 jours. Donc, je travaille énormément sur mon agressivité post-flop. Donc, forcément, j'ai changé mes ranges aussi, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Il se trouve qu'en début de semaine, j'ai dû encore travailler là-dessus. Je pensais avoir terminé, mais en fait, j'ai dû retravailler là-dessus. Je vais expliquer pourquoi. Et du coup, ça m'a encore pris pas mal de temps de travail en début de semaine. Et puis après, en milieu de semaine, je travaille énormément sur certaines vidéos. Notamment, cette semaine, j'essaie d'intégrer un peu plus d'overbet et de check raise. Donc voilà, deux choses qui me manquaient pas mal dans mon jeu. Donc là, il y a plein de choses qui ont changé. Mon jeu en big blind et en small blind, beaucoup plus agressif en small blind et beaucoup plus défensif en big blind. Contre bouton et cutoff, donc il faut s'y habituer en début de semaine, on va le voir, je vais montrer tout de suite, parce que bon là il n'y a rien de plus à dire ici. Ok, donc voilà vite fait le graphe de la semaine. Donc c'est les mains sur PMU, 2240 et quelques mains. Et donc tu vas me dire, donc la courbe verte pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est les gains ou pertes, le chiffre total qui additionne tout. Donc le champ négatif, et pourtant j'ai dit que j'avais gagné de l'argent sur PMU, donc je précise que la semaine dernière j'avais oublié de comptabiliser 5 euros de bonus que j'avais pas fait basculer du compte PMU. Enfin, il y a deux comptes sur PMU, on n'est pas obligé de jouer au poker sur PMU, donc en fait il y a un compte principal, puis après on bascule sur le compte poker. Et en fait les bonus que je débloque, ils sont crédités sur cet autre compte général, et j'avais oublié de les faire basculer. Donc déjà il y avait 5 euros, cette semaine j'ai redébloqué 5 euros, je crois bien qu'il est fini d'ailleurs ce bonus maintenant, il n'y en aura plus. Donc ça fait déjà 10, et j'ai fait 2,50€ de rackback, et donc 12,50. Voilà pourquoi j'ai 12,50 de gain, enfin un peu moins d'ailleurs, parce que là j'ai moins 3... je dois avoir combien ici? Ouais, moins 3 euros en net de jeu, donc je dois avoir 9 euros et quelques de gains. Donc voilà pourquoi je suis en positif quand même sur PMU cette semaine. Bref, pour expliquer vite fait, donc si tu connais pas, la courbe rouge c'est tous les gains ou pertes des pots qui ne vont pas au showdown, on ne montre pas nos cartes, le coup s'arrête avant. Donc c'est souvent, sauf si on est un très bon joueur, elle est souvent négative. La bleue c'est l'inverse, c'est tous les coups gagnés ou perdus, mais au showdown, quand on montre nos cartes à la fin. Et l'addition des deux nous donne la courbe verte qui nous donne les résultats réels. Quant à la orange, c'est le gain ou perte théorique par rapport au coup qu'on joue. Notamment, quand ça diverge, par exemple ici,
on va le voir tout à l'heure, c'est la main que j'ai perdue, le plus gros pot que j'ai perdu cette semaine. Il s'agit d'un bad beat parce que je perds de l'argent, mais mon gain théorique monte, c'est-à-dire que j'étais censé gagner à long terme de l'argent. Donc voilà, il y a une divergence, la courbe orange monte alors que la courbe verte descend. Donc c'est-à-dire que quand je suis en dessous de la courbe orange, c'est que globalement j'ai pas eu de chance, et que quand on est au-dessus, c'est qu'on a eu pas mal de chance. Par rapport à la variance, ça exprime la variance et les résultats qu'on a par rapport au théorique. Donc là, on voit à peu près une vingtaine, 22 euros de décalage de variance négative. C'est-à-dire que normalement, si j'avais run à lever, comme on dit, c'est-à-dire que j'avais pas eu de bad beat et pas eu de coup de chance spécifique, j'aurais gagné cette semaine 22 euros de gain net en poker, donc j'aurais eu 22 euros de plus sur mon compte. Voilà, donc en gros c'est pour dire ça. Après on peut interpréter un petit peu ces courbes, sont intéressantes. Notamment au début de semaine, on voit, j'ai une courbe rouge qui descend très très vite. Alors il y a des sessions où il y a des coups que je suis obligé de folder en fonction du run-out, c'est-à-dire de la turn et de la river. Des fois, je suis obligé d'abandonner dans des gros. J'ai généré un pot parce que j'avais une main supérieure à mon adversaire. Et puis, la turn ou la river fait que je me sens battu par rapport à la range de mon adversaire. Donc, j'abandonne le coup, ou enfin par rapport à ce qu'il fait lui aussi. Et donc, ça peut arriver plusieurs fois d'affilée. Des fois, il y a des runs, voilà, on est un petit peu. On a besoin un peu de folder. Néanmoins, avec l'agressivité de ce qui est check, raise, overbet et tout, on peut maintenant arriver à transformer, quand on sait le faire et dans les bons spots, on peut arriver à transformer des mains perdantes en mains gagnantes. Donc c'est ce qui me manque un peu dans mon jeu. Et aussi, ce qui peut expliquer ça, c'est, comme je l'ai dit, j'ai modifié mon jeu en small blind et big blind, mais c'est surtout en big blind, je pense que ça pose problème. C'est que si on défend une range, on est censé défendre une range quand même assez large contre le bouton et le cutoff. Alors il y a une stratégie de 3 bêtes bien sûr, et puis il y a aussi beaucoup de calls. Et il y a plein de mains que, par exemple, si je prends une main comme Valet 7 suité, si on la joue pas suffisamment agressivement avec nos backdoors, on va perdre de l'argent avec cette main-là et on ferait mieux de pas la défendre. Donc j'ai fait des nouvelles ranges, c'est bien, mais il faut aussi arriver à les assumer derrière. Donc c'est peut-être pas forcément le cas pour l'instant, mais bon, il faut faire ce travail-là. Et je sais aussi que, par exemple ici, c'était une session qui a duré 2 heures, qui était un peu longue, et je sais que sur la fin de la session, j'étais moins agressif. Je défendais plus assez bien et je pense que du coup j'ai eu parce que je me rappelle sur la courbe de rouge de big blind de cette session là, elle s'est mise à descendre sur la fin. Donc je pense aussi que voilà, il y a eu du relâchement. Dès qu'on se relâche un petit peu sur l'agressivité et sur le jeu post-flop, qu'on réfléchit plus assez à notre range par rapport à la range de vilain par rapport au board, en big blind on peut se faire bouffer vu qu'on n'a pas la position. Et en small blind c'est moins le cas parce que j'ai une stratégie beaucoup plus agressif pré-flop. Du coup, je me retrouve en beaucoup moins de spots déjà. Et quand j'y suis, je suis agressif. Et je gagne beaucoup plus d'argent aussi déjà pré-flop. Donc la courbe redline sur small blind est relativement plate maintenant. Donc c'est cool. Je pense encore en big blind que j'ai des progrès à faire. Et post-flop. Voilà, globalement, ici, il y a eu... Mais après, voilà, comme je dis, il y a des moments... si on n'est pas assez chaud sur les overbets ou quoi, il faut savoir les placer quand il faut, on a du mal à transformer. Il y a certaines mains perdantes en arrachant le pot. Des fois c'est possible, hein. Quand on sait que vilain est capé par exemple, et que nous on n'est pas capé sur le jeu max, on peut transformer en bluff. Mais maintenant le problème c'est que sur PMU, j'ai eu affaire à beaucoup de baleines, de gros récréatifs, ce qui n'est pas le cas sur Winamax. Donc, il y en a beaucoup moins sur Winamax, surtout des extrêmes, il y en a moins en NL10. Donc il y a des joueurs, j'essaye pas de les faire folder parce que c'est pas possible. Mais si j'en avais un peu moins dans le pool de joueurs que je rencontre, je pourrais un peu plus bluffer. Pour l'instant, il y a des mecs, j'ose pas les bluffer comme ça parce que je pense qu'ils sont pas capables de fold. Donc voilà pourquoi il y a des moments où ça redescend. Néanmoins, ça s'améliore. Cette redline, elle s'améliore quand même globalement. Je vois beaucoup plus de plateaux, je surveille ça de près. Il y a des moments où ça va pas, mais encore une fois, cette semaine, j'ai encore fait beaucoup de travail au début. C'est plutôt les dernières sessions, même si hier, j'ai pas bien joué. J'ai fait pas mal, notamment c'est surtout sur la blue line, je fais pas mal de mauvais calls où je me fais raise river x2 par vilain. C'est tout le temps mieux que moi. Bon, il y a un pot où je m'en veux moins parce que vilain peut faire ça avec des mains que je domine. C'était un peu plus close, mais il y en a une, je sais que globalement j'ai call, j'aurais pas dû.
Bah, ça doit être peut-être bien celle-ci. Combien il y a de mains ici? 500, non, j'ai pas joué 1000 mains hier. Donc, c'est peut-être plus par là. Après, il y en aura ici aussi, hein. On voit, de toute façon. Après, bon, il y a des fois, il faut call quand même, parce qu'il y a une partie de la range de vilain assez conséquente qu'on bat, donc il faut quand même call. Ou parce qu'on a une méga cote, on sait qu'on est battu, mais qui, je sais pas, des fois, une fois sur 8, une fois sur 10, ça suffit pour que qu'il faut payer, quoi. Bon, ben voilà, ça dépend. Mais ben voilà, en gros, on voit donc un peu de déchat, on voit des périodes où je me relâche post-flop et donc du coup ça descend peut-être un petit peu trop. Mais on voit maintenant des périodes aussi où j'arrive quand même à faire remonter cette redline grâce à de l'agressivité, peut-être mal placée aussi. Je sais que j'ai fait des spots, faut que je les réétudie de près, mais je crois avoir mis des overbets à des endroits pour value, mais à des endroits où il aurait plutôt fallu sizer 3/4. Bon, mais c'est normal de faire des erreurs, hein. Il faut continuer, il faut pas lâcher. Il faut voir surtout pourquoi on a mal joué le coup, pourquoi c'était pas la bonne idée à ce moment-là, mais il faut continuer de check raise, de raise, d'overbet. Voilà, il faut être chiant, donc j'essaie d'être de plus en plus chiant à jouer. Voilà, pour mes adversaires. Voilà, je vais peut-être régulièrement montrer cette courbe qui est intéressante quand même à étudier. J'ai fait pas mal de reviews. Après, en travail de groupe, comme je parlais la semaine dernière, j'ai fait 2 reviews cette semaine de groupe, dans 2 groupes différents. Donc voilà, j'ai pas mal bossé en début de semaine là-dessus aussi. Et puis du coup, c'est suite à la review avec le pro et une discussion et un document qu'il m'a envoyé que j'ai vu que j'avais encore quelques trucs à changer sur mes ranges, des petits détails. Donc c'est pour ça que j'ai repris encore en début de semaine du temps pour fignoler mes ranges. Donc voilà, travail théorique pré-flop à peu près bien avancé. Cette semaine, je vais continuer de me focus sur les spots de check raise, les spots d'overbet et de jeux post-flop, de lecture de range. Et aussi, j'ai perdu pas mal de temps, enfin perdu du temps, c'est pas perdre du temps, mais j'ai pris beaucoup de temps, je crois que c'est samedi, sur mon tracker, j'ai refait quelques petites modifications de stats sur mon tracker. J'en ai ajouté certaines, je crois pas que j'en ai enlevé, mais en tout cas j'en ai ajouté un petit peu. Et surtout j'ai fait des fiches aussi. Bon, je commence à avoir un tas de fiches assez. Donc là j'ai du recto verso. Ça c'est sur les stats, interprétation des stats. Là j'en ai encore ici, j'en ai encore là. Donc c'est pour être. Il y a des choses que je sais, mais je préférais le renoter quand même. Et puis il y a des choses que je me suis rendu compte que je savais que la stat était intéressante, mais au final, je n'étais pas spécifiquement capable de l'expliquer clairement comme ça en 2 secondes. Donc ça veut dire que j'avais encore des choses à éclairer là-dessus. Parce que mettre des stats, il faut absolument bien les utiliser, sinon ça sert à rien. Donc j'ai fait 2 grandes fiches, en gros on va dire ça fait 2 fiches, sur les statistiques qui me sont utiles, et l'interprétation de ces stats. Donc voilà, avec les standards et les déviations en fonction des profils des personnes. Et puis ma grosse fiche recto verso, c'est tous les points que j'essaye d'intégrer dans mon jeu de manière automatique. Bon, il y en a globalement la moitié que je commence à connaître par cœur maintenant, mais à force. Mais voilà, il y en a certains, c'est des lignes où ça va être des sizing spécifiques. Il y en a d'autres, ça va être des moves au flop en fonction des textures de board. Il va y avoir beaucoup sur le préflop. J'ai mis beaucoup de trucs sur le préflop en fonction, par exemple, si vilain a un stack inférieur à 25 bb, qu'est-ce que ça change pour moi? Si vilain a un stack inférieur à 50 bb, qu'est-ce que ça change pour moi? Si la personne n'open pas minimum 20% à cette position, est-ce que ça change des choses pour moi au niveau des 3 bêtes? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, dans certains spots où moi je 3 bet bluff mais que vilain me call et que je me retrouve post-flop avec une main un peu bancale, il y a une façon enfin, quand on va toucher un petit quelque chose, comment on se comporte post-flop pour pas faire d'erreur non plus et pas surjouer notre main et se retrouver dans un gros pot avec une main dominée. Il y a une partie sur comment isoler les limpers. Globalement en position c'est un peu plus facile. Hors de position, on peut faire des petites adaptations grâce au HUD, aux statistiques qu'on a. Pareil, si c'est inférieur à 30 bb, ça change. Défense, il y a des trucs sur les 4 bêtes aussi par rapport aux 3 bêtes des adversaires.
Et un petit pavé aussi sur l'anticipation au flop des streets suivantes, parce que j'ai tendance à pas assez le faire, parce que c'est... Enfin, sur PMU, je trouve que ça va très vite. J'ai joué entre 2 et 4 tables. Hier, j'ai fait 4 tables pour finir, mais sinon, j'ai fait 3 tables globalement. Ça va vite. Sur PMU, franchement, le timer, il est tendu. Quand on veut mettre plein de choses en place dans son jeu, au niveau voilà, interprétation du HUD, lecture de range, toutes les petites notes que j'ai, donc que je veux respecter au maximum, ça se bouscule un peu. Et du coup, c'est pour ça que j'avais des sessions où j'ai pas très bien joué. Parce que le temps que ça se mette en place, j'ai fait plein de add-ons en fait, dans ma stratégie de jeu, donc c'est normal, il faut le temps que ça s'adapte. Mais je suis globalement content, je sens que j'ai vraiment upgradé mon niveau là en 2-3 semaines de travail. En fait, je suis ultra motivé. Je pensais que ce job-là, je l'avais pas fait depuis toujours, je l'ai jamais vraiment attaqué parce que peut-être un peu découragé par l'ampleur de la tâche et que je pensais que ça me plairait pas et que ça allait me gonfler, mais en fait je me rends compte que plus je me mets dedans et plus j'ai envie de taffer le truc, donc je suis vraiment très content de... Ouais, j'ai pris plein de notes, plein de trucs, franchement je suis en train de j'ai tout repris depuis le départ en fait, comme si je savais pas jouer. Et petit à petit, je construis mes bases solides. Je trouve que c'est ce qui me manquait. J'avais l'impression de jouer un peu en automatique à certains moments, à pas trop savoir même moi ce que je faisais. Pourtant, je sentais ce que je faisais, c'était la bonne chose à faire, mais je n'étais pas capable de me reposer sur une base solide, de dire bah voilà, je fais ça parce que ça, c'est comme ça. Et que là, petit à petit, bah, à force de faire tout ce travail-là, bah, ça commence à être un peu le cas. Et puis, le fait de travailler avec des groupes où il y a des mecs qui sont bons, bah, ça permet de poser. J'ai posé plein de questions. Bah là, c'était beaucoup sur le préflop. Enfin, j'ai posé beaucoup de questions sur le préflop la dernière fois, donc voilà, j'ai toutes mes réponses. Et au moins, je sais que c'est un mec qui joue en NL200, donc c'est clair, quoi. Je peux me baser dessus et c'est solide, quoi. Du coup, je trouvais ça super important. Et puis aussi, bah maintenant, on review pas mal de spots post-flop. Par exemple, maintenant, j'ai coché énormément de mains. Pour la prochaine review, bah, j'aurai des mains à soumettre parce que j'ai des questions, parce que je suis pas sûr de comment il fallait jouer ce spot, ou je suis pas sûr de ce que moi j'ai fait. J'ai une petite idée parce que j'arrive maintenant à quand même étudier spot, mais je montrerai un peu dans d'autres vidéos spécifiques pour débutants notamment, voilà comment on travaille tout ça. Voilà, travail à suivre, je vais encore continuer cette semaine évidemment, je vais laisser un peu plus de place pour le grind maintenant, je vais prendre un peu plus un rythme de croisière je pense dans les semaines à venir, entre travail théorique, review avec les autres personnes et mon grind. Donc voilà, maintenant je pense que ça va un peu s'équilibrer. J'en termine là pour cette partie-là. On va aller voir tout de suite maintenant le plus gros pot gagné cette semaine et le plus gros pot perdu. Ok, donc pour ce plus gros pot gagné cette semaine, on se retrouve avec une paire de 7. Ça va aller assez vite sur ces deux coups-là parce que c'est un peu des setups. Donc on a un gros récréatif 74-0, magnifique, en 70 mains qui colle le bouton contre UTG. Ouais, ce que je disais tout à l'heure dans la première partie, par exemple ici on a un joueur qui abuse énormément de la position UTG, il ouvre 26% de ses mains, ce qui est beaucoup. C'est énorme parce que c'est quasiment une range de cutoff. Et derrière, en MP, il est à 9, quoi. Donc, on est sur déjà... Enfin, les RFI, ils marchent bien sur environ 300 mains. Donc là, on a 224, donc ça commence à être à peu près réaliste. Donc voilà, on a quelqu'un, par exemple, ici, typiquement, qui abuse de cette position. Donc il faut pas jouer pareil au bouton, au cutoff ou au MP contre lui. On va élargir nos ranges de 3 bêtes ou de call face à ça. Donc voilà, et puis ici on a une baleine, typée baleine, hein, qui de toute façon va jouer 75% de ses mains, donc on n'est pas étonné. Maintenant paire de 7, j'ai pas spécifiquement envie d'ISO hors de position une pocket pair, donc je vais juste call et puis essayer d'aller faire brelan. Voilà, on a un flop magique, parce qu'il y a des tirages, c'est un flop avec dame haut, donc on a de grandes chances qu'il y ait de l'action. Je décide de check. Face à ces deux joueurs, bon, lui n'est pas très agressif, il a 1,1 d'agression post-flop, même si on est sur 70 mains. D'ailleurs, les AF, tiens, pour réviser, où est-ce que j'ai mis ça? AF, ouais, il faut
100 mains minimum pour que ça commence à vouloir dire quelque chose. Donc on a 70 mains, on est bientôt. Enfin, en tout cas, on voit qu'il est globalement passif. J'ai rajouté, par exemple, dans mon tracker, j'ai rajouté les AF Aggression Factor Flop, Turn, River. Et on peut en déduire des choses aussi en fonction des différentiels qu'il peut y avoir par rapport au post-flop global. Donc là, par exemple, on voit il agresse jamais flop. Il commence un petit peu turn, mais ça va être que pour value. Et par contre, river, on voit qu'il a une agression standard. Donc c'est en vert. Et en bleu, c'est tout ce qui est très très tight. Donc lui, on s'y attend pas. Par contre, lui, il a un 2,6 d'AF post-flop. Et on voit que il agresse standard au flop. Mais par contre, turn river est assez agressif. Hein, il va beaucoup de 3 barrels, quoi. Donc lui, il y a de grandes chances qu'il fasse son c-bet, donc je décide de check raise. Là, il fait pas de bet. Donc là, sur une blinde, je vais donc évidemment raise. Ça veut absolument rien dire, bien sûr. C'est juste qu'il se retrouve face à 2 checks. Je sais pas ce qu'il dit dans sa tête. Bref, il pense nous faire folder peut-être. Donc je raise un pot, quasiment. Je fais fuir le regfish et puis je vais me retrouver donc face à la baleine qui colle. Qu'est-ce qu'on peut dire de son range? Il peut tout avoir ici, enfin tout avoir, je veux dire, qui connecte avec ce board. Soit il a une dame, il n'est pas obligé de nous revenir dessus. Maintenant, on peut penser que une dame sèche, il va la call. Par contre, dame 9 par exemple, il aurait raise, dame 7 ou 9-7. Il aurait raise, et puis aussi il peut avoir des tirages flush et des tirages quinte et flush. Il peut avoir des tirages quinte aussi, tout simplement. Donc en gros, tout ce qui va être valet 10, il peut avoir 8 et 6, il peut avoir 8 et 10, valet 8, roi valet, roi 10. Il n'a jamais 3 bêtes, donc il peut même avoir as roi, les as, les rois. Mais je pense que tout ce qui est assez costaud, il aurait soit pas mis une blinde, soit il me serait revenu tout de suite dessus. C'est-à-dire que tout ce qui est brelan de dame, brelan de 9, pas brelan de 7, mais donc il fait carré maintenant pour le brelan de 9. Mais tout ça, il aurait raise, je pense, ou il aurait mis plus cher. Et paire d'as, paire de roi, je pense que ça aurait été pareil. Il aurait eu tendance à mettre pas 10 centimes, ou alors à me revenir dessus. Donc toutes ces mains-là, je pense qu'on peut les enlever de sa range. Je décide, et là, je suis pas trop d'accord. J'ai pas envie de le perdre en fait. Mais vu c'est mon stack qui compte, parce que le sien est gros. Là, le problème, c'est que je vais jamais trop pouvoir rentabiliser river s'il me colle. Enfin, je vais gagner beaucoup moins d'argent. Parce que même s'il touche ce qu'il est venu chercher, il y a peu de chances. Il va me call, quoi. Il va pas me raise. Parce qu'il aura peur qu'il y ait carré au full au pire, s'il touche sa flush, sa quinte, voilà. Comme je l'ai dit juste avant, il y a très peu de fois où je vais vraiment être dominé. Vraiment, j'ai pas peur des carrés, des foules supérieures. Donc pour moi, j'ai la meilleure main ici et je suis face à une baleine. Je vais regarder sa stat. Il a 38% du temps, il va au showdown, ce qui commence à être beaucoup. Donc c'est quasiment une fois et demie plus que la normale, donc il est un peu calling station quand même. Donc ça veut dire que s'il a un tirage ici, il va continuer de le call. Donc je peux mettre plus cher en fait, je peux mettre au moins 2 euros, je peux mettre au moins 2 fois plus cher. Si ce n'est même beaucoup plus en fait. Je peux me rapprocher du 2,80, 2,70, il va call. Donc j'aime pas trop mon sizing ici parce que là on va se retrouver avec un pot qui fera à peu près 5 euros et il me reste 8. Alors que si je mets 1 euro de plus, moi il me reste 7, le pot fera 5, 6, 7 et donc je pourrais push river, ce qui sera pas le cas ici, donc j'aime pas mon sizing. Il call, on n'est pas surpris. Le 8 tombe, ce qui est bien, puisque ça complète des tirages. On aurait préféré un 8 de trèfle, par exemple, mais bon. Ça fait rentrer valet 10. Ça fait rentrer 6 et 5. Et c'est à peu près tout. Ce que ça change.
Par contre, il y a une main que j'ai pas dit, mais il nous serait revenu certainement dessus. Ça fait rentrer 9 et 8 aussi en full supérieur, mais 9 et 8, ça veut dire qu'il aurait trips turn. Je suis quasiment sûr qu'il aurait raise son trips turn parce que les récréatifs en position comme ça, il aurait eu peur d'un trèfle, il aurait eu peur d'un 10, d'un valet. Donc globalement, les jeux forts, mais avec plein de enfin avec des tirages au board, ils vont tendance à les raise. Donc en fait, pour moi ici, il a jamais 9 et 8. Donc on est pour value. On va ici, je pense, faut bet cher parce que en fait, soit il a rien, il nous paiera pas. Parce que pour moi, il a même pas de 9. Donc soit il a touché son valet 10 ou son 6 et 5 et il va nous call très cher. Donc j'espère que j'ai mis cher. Et ouais, je me rappelle ce que j'ai mis. J'ai mis... j'ai pas voulu abuser. Et j'ai mis un peu moins que le demi-pot parce que je voulais être sûr d'être payé. Parce que en fait pour moi c'est flagrant que... Mais en fait ces mecs-là, ils cherchent pas à réfléchir à ce que moi j'ai, ils voient juste leurs mains en fait. Donc encore une fois, comme je viens de le dire, c'est soit il a touché une quinte et il va me payer même pot, soit il va fold en fait, quel que soit le sizing, donc autant mettre cher. Bon bref. Bon, il se trouve que Vilain me raise. Et contre certains joueurs, on pourrait envisager le fold, mais avec la décomposition de range, je suis quasiment sûr que un récréatif, il va défendre avant un triple de 9. Par exemple, s'il a 9 et 8, il va le re-raise turn parce qu'il aura peur. S'il a brelan de dame, donc au flop, il va me raise dès le flop et il ne mettra pas 10 centimes comme il a fait. Donc évidemment, si ça avait été le cas, turn, il a full, il n'aurait pas peur, donc il ferait ça. Mais flop, c'est pas cohérent par rapport à leur standard d'action. Donc je pense pas. Je peux me tromper, mais bon, je suis face à une baleine, je vais pas... Non, puis en bon, ça fait rentrer un tirage quand même, donc j'ai décidé de call. Mais j'aurais dû moi-même faire tapis en fait, en sizant bien comme il fallait, j'aurais fait moi tapis, river. Et c'est lui qui m'aurait call. Bon, du coup, on y est. Il a validé 10. Et j'ai pris ce pot. Mais on voit des petites erreurs, je pense, encore de sizing. Et voilà, important aussi de se poser la question par rapport aux habitudes des récréatifs, en fait. Et voilà, on peut enlever des mains qui nous battent assez sereinement dans ce spot, je pense. Allez, on va aller voir maintenant le plus gros pot perdu. Donc j'ai pris un petit peu de temps sur la main précédente, mais finalement elle était quand même intéressante. Et celle-ci va aller beaucoup plus vite, je pense. Alors on se retrouve encore face à deux gros récréatifs qui sont d'excellents rouges. Alors j'ai décalé par rapport à la semaine dernière, j'ai changé mon tracker. Pour gagner une ligne, j'ai fait monter le limb fold ici. J'ai enlevé le squeeze qui me servait jamais, puisque je l'ai en panneau secondaire de toute façon. Et j'ai décalé le nombre de mains ici. 41 c'est le nombre de mains. Donc maintenant c'est VPIP PFR, c'est 46-13. Ok, donc celui-là il est 54-24, donc dès que c'est rouge, de toute façon, c'est que c'est trop loose. Ou très très gros récréatif. Donc là on a un limp, on a un ISO. Maintenant l'ISO, donc on voit par exemple ici c'est un profil, il open très très tendu UTG, il a encore jamais open MP. Et par contre, cut-off bouton, enfin cut-off, il s'en donne à cœur joie. Bon, après, il n'y a que 51 mains. Donc c'est pour ça, on a dit il faut 300 mains. Donc ouais, on va attendre avant d'interpréter ça. Mais j'ai l'impression que cut-off bouton et small blind, c'est là qui va vraiment open. Et ouais, il a quand même 24 de PFR. Donc bon, c'est quand même quelqu'un qui relance pré-flop. Contrairement à celui-ci qui en a 13. Beaucoup moins, donc on a As-Roi, on va... Parce qu'en fait la question se pose éventuellement de 3 bêtes ou de just call. Il faut savoir que plus on est nombreux dans un coup et plus une main comme As-Roi va perdre de l'équité. Donc vu que cette main là va être vite réglée, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ça. Si tu es débutant au poker, par exemple moi j'ai As-Roi. Non, je vais même me mettre carrément, voilà, As-Roi précisément. Et qu'on met une range, je sais pas moi, admettons à lui, on lui met une range de 25%.
On lui met ça, on va lui mettre... bon, à peu près une range comme ça. Et l'autre, il est limper. L'autre, il est limper. On va lui mettre 50% de range. Allez, on va être sympa, on va enlever les pires. Hop. Voilà, ok. Je vais mettre sur pause, ça va mettre un petit peu de temps. Et on va voir un petit peu ce qui nous sort comme statistique. Ok, il a terminé. Donc voilà, on se retrouve face à deux joueurs, à des ranges. Bon, j'ai peut-être été un petit peu large sur Small Band, je sais pas. Mais enfin, en gros, on a 44% si on reste à 3 joueurs. Ok, on se retrouve avec 30% d'équité en gros pour nos adversaires. Et si on 3-bet et que le limper s'en va, on est à 60-40 quasiment. Donc on voit que ça change quand même. On perd 20% d'équité à laisser rentrer vilain. Donc bon, c'est quand même mieux de 3 bêtes. Donc j'ai 3 bêtes. Il s'en va. Et là, on se fait mettre à tapis directement. Bon, globalement, face à un joueur comme ça, je vais jamais fold As-Roi pré-flop. Donc je décide d'y aller. Après, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est pareil, je connais pas du tout vilain en fait. Enfin là maintenant j'ai 50 de main, mais à ce moment-là j'en ai peut-être encore un petit peu moins. Donc bon, toujours est-il que on va pas faire ça, on va refaire ça. On a As-Roi et on peut se dire qu'il va faire ça. Il avait 100 blindes quand même. Mais bon, on va étaler un petit peu on va lui mettre un peu de paire quand même. Il y a des As-Roi, des As-Dame, des As-Valet, As-10 suité, As-Valet, Roi. Je sais pas à quel point il peut faire ça. On va pas lui en mettre beaucoup ici. Je pense pas. Enfin, il est quand même assez tightish. Au début, sur les As-10, on dirait que je suis pas sûr. Il y a quand même une range un peu strong. On a un peu de vent quand même. Je pense qu'on est à 60-40 face à sa range. Okay. C'est ok. Voilà, il se trouve qu'il a même fait ça avec As-10, donc il est un peu plus light que ce que je croyais. Donc je pense qu'il peut nous faire ça même avec des pockets un peu plus. Il peut nous faire ça avec Roi Valet suit, As-9 suité. Ouais, bon, ça change pas grand chose. On était à 60-40 face à sa range. Donc voilà, on perd ce coup, oui, parce qu'il a fait le 10 miracle. Donc voilà. D'ailleurs, si on retourne au flop, avec maintenant je fais ça, et que je mets pré-flop, et que lui s'en va. Voilà. Donc on était pur, en équité pure face à sa main. On était à 75-26, donc c'est un bon bad beat des familles. Hein. Voilà. Pour ce pot perdu. C'est des choses qui arrivent. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux réagir sur certaines choses que j'ai pu dire dans toute cette vidéo, que ce soit sur la partie des mains ou avant, sur ce que j'ai pu expliquer sur ma progression, mes résultats. N'hésite pas, je suis toujours content de te lire et de te répondre. Si tu n'as pas encore liké cette vidéo, c'est important que tu le fasses avant de partir. T'abonner à la chaîne aussi, et puis je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Salut!